Salut à tous, bienvenue pour la 9e émission Auto Hebdo, déjà bientôt les 2 chiffres. Et bah oui, ça commence à avancer, on est très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour vous parler de tout ce qui s'est passé ce week-end. Et il s'en est passé des choses très clairement, donc rapidement, Mathieu Chambenois, Luca Bartolomeo sont là, bonjour. Salut Michael. Salut Michael, ravi de prendre la place d'un absent dès qu'il y en a un. C'est vrai, Cyprien Juillard n'est pas là, donc évidemment, première question dans le chat. Est-ce que c'est mieux avec ou sans? Vous nous répondez tout de suite évidemment dans les commentaires. On lira ça avec grand intérêt. Mais donc il s'en est passé des choses ce week-end avec le Grand Prix du Brésil de Formule 1 remporté par Lando Norris qui a maintenant 24 points d'avance au championnat du monde. On en parlera évidemment longuement dans cette émission. On va rejoindre également Valentin Glo qui est à Bahreïn du côté du circuit de Sakhir et qui va nous parler donc de la dernière manche du WEC, les 8 heures de Bahreïn remportées par Toyota, mais surtout du titre mondial de Ferrari. On ira donc le rejoindre tout à l'heure. La question parlera de WRC car il y avait également le rallye du Japon ce week-end. Est-ce que Sébastien Ogier n'est pas le mieux placé pour être champion du monde alors qu'il est deuxième avant le dernier rallye? On en parlera tout à l'heure. On évoquera justement les résultats du rallye du Japon et du Grand Prix du Portugal de MotoGP. Puis on terminera messieurs avec nos tops et nos flops comme d'habitude finalement. Avec grand plaisir. Ça c'est du sommaire. Voilà, c'est du sommaire. Et donc écoutez, avant de lancer l'émission, vous l'avez certainement vu déjà, mais je tiens à vous le dire, puisque le collector Renault 5 Turbo est déjà disponible en version numérique et qu'il arrive en version papier. Franchement, si vous êtes des fanats de la R5 Turbo, et j'allais me tourner vers mes comparses et dire vous l'êtes certainement, mais ils sont trop jeunes. Mais vous êtes des fanats, je le sais. Vous pouvez vous le procurer, il y a toute la saga de R5 Turbo, le passé, le présent, parce que ça continue évidemment, et puis surtout le futur avec R5 Turbo 3E. Allez, commençons par la Formule 1 avant que j'en étripe un des deux, parce qu'ils sont trop jeunes pour avoir connu une R5. Le Grand Prix du Brésil, remporté donc par Lando Norris, vainqueur du Grand Prix, vainqueur du sprint, meilleur temps des essais libres 1, meilleur temps des qualifications sprint, des qualifications tout court, bref, n'en jetez plus. Le Britannique a été absolument impérial ce week-end, ce qui lui permet, mon cher Mathieu, de repartir de Sao Paulo avec 24 points d'avance sur Oscar Piastri. Quand on pense qu'après Zandvoort, il était complètement au fond du trou, ouais. Il est revenu très vite. Et bien c'est un sacré exemple de résilience. Franchement, on commence déjà à se projeter sur l'éventualité qu'il soit champion en fin d'année. Il reste 3 Grands Prix, on le rappelle. Hein. Pour moi, s'il l'est, ce sera un véritable tournant. Le Brésil, bien sûr, Zandvoort en a été un. Mais c'est un exemple de résilience. Des champions qui ont dominé, des champions qui ont été plus durs, qui ont été plus, comment dirais-je, convaincants sur une saison, dans une bataille. C'est pas vraiment une bataille qui mène avec Piastri, je trouve. C'est plus une bataille à distance, quelque part, avec son coéquipier. Ils n'ont pas été en forme au même moment. C'est ça, il y a eu peu de bagarres directes en piste. Voilà. Mais s'il vient à être champion, mais j'étais peu convaincu, mais je commencerai presque à l'être parce que il arrive à réaliser une saison pleine, une fin de saison justement où il montre que malgré des fragilités mentales qu'il assume, ce qu'il a déjà lui-même mis en avant, comme quoi psychologiquement c'était peut-être pas le plus fort, c'était peut-être pas le plus solide, mais par contre il montre quand même qu'il est capable d'enchaîner les victoires, d'enchaîner les belles prestats. Et là en l'occurrence au Brésil il a été imperturbable, et pourtant c'était pas si facile parce que il y a eu beaucoup d'événements qui sont venus un petit peu mettre le chaos. Ouais, il y a de la pluie avant le sprint, il y a eu des voitures de sécurité le dimanche, il y a eu pas mal de choses qui font que justement ça aurait pu être compliqué pour Norris. Après il le dit lui-même, on sent qu'il n'est pas serein à l'idée de partir maintenant pour les 3 derniers Grands Prix avec 24 points d'avance, parce que mener avec un point d'avance, c'est comme si vous n'étiez pas en tête du championnat, donc c'est facile. Mener avec autant de points et commencer à avoir des balles de match, là, ça là le défi pour lui maintenant, ça va être d'oublier le fait qu'il soit devant et qu'il ait de l'avance. Il faut qu'il prenne vraiment les Grands Prix les uns après les autres, qu'il ait presque l'impression qu'on soit en tout début de saison, et de repartir à chaque fois à zéro. C'est pas si facile. Piastri a pas forcément réussi à le faire après Zandvoort, on en a déjà parlé notamment la semaine dernière. Donc ça va être intéressant de voir ça, et puis ça va être surtout intéressant de voir sa capacité à être constant et à potentiellement résister à une pression plus forte, parce que là la pression elle était, faut le dire aussi, un petit peu moins exercée derrière lui que d'habitude. Ouais, parce que Lucas, effectivement, Oscar Piastri ce week-end, lui, c'est un week-end à oublier, il s'est craché, on rappelle, lors du sprint. Sur de l'eau qui a été amenée par Lando Norris, machin, j'ai adoré cette espèce de théorie du complot qui dirait qu'il a fait exprès pour lancer des bananes comme dans Mario Kart. C'était assez fabuleux. Mais donc abandon en sprint, 10 secondes de pénalité en course. Je sais Mathieu qu'on y reviendra un petit peu plus tard dans l'émission, mais donc 10 secondes de pénalité en course, une 5e place à l'arrivée seulement, on pourrait dire pour Oscar Piastri qui perd les pédales en fait depuis l'Azerbaïdjan et n'a pas montré au Brésil de véritable mieux. Comme tu dis, il perd les pédales depuis l'Azerbaïdjan. Si on regarde les 5 dernières courses d'Oscar Piastri, il y a 3 abandons. Les 5 dernières courses, je compte les sprints avec. Donc les 5 dernières épreuves qui se sont disputées, 3 abandons. On se demandait si l'Azerbaïdjan allait être un tournant, s'il allait craquer ou n'importe quoi. Et je pense qu'en prenant un peu de recul, on peut vraiment se dire que Oscar Piastri il gère très très mal cette fin de saison. Maintenant, je pense que ça va être intéressant de le voir pour la suite du championnat dans une situation où il a finalement
presque plus rien à perdre puisque le titre est en train de lui filer entre les doigts. Et donc là, il reste 3 courses, dont un sprint si je me trompe pas. Ouais. Okay, et avec 24 points de retard, ça va être vraiment... Est-ce qu'on va retrouver un Oscar Piastri comme dans ce début d'année où il pense pas vraiment au titre, que ça lui rentre pas encore dans la tête et que du coup il va juste tout lâcher et retrouver son niveau? Je lui souhaite et je nous le souhaite pour la bagarre pour le championnat, mais c'est clair que là on n'a pas vu un grand Oscar Piastri ce week-end. Si on est honnête, j'y crois peu. Ah oui, il est pas à l'aise avec la voiture, c'est ça le problème. Le retour pouvait être envisagé d'ici, voilà, il y a peut-être 2-3 Grands Prix. Là, ça y est, on est à 3 Grands Prix de la fin. On voit presque que ça s'empire à chaque fois pour lui. J'ai du mal à me dire que ça va être possible. Et puis surtout, on voit que même si on avait du mal potentiellement à l'imaginer, c'est vraiment purement mental à mon avis de sa part, puisqu'on avait eu quand même des dizaines et des dizaines de Grands Prix sans abandon pour lui. Et tout d'un coup, on en a 3 en 5 week-ends. C'est absolument édifiant, cette différence entre une performance et l'autre. Ouais, et puis comme il le disait, on lui parle évidemment, il dit bon bah voilà, Oscar pour le titre, c'est plus compliqué. Donc vous savez, moi le titre, j'y pense pas du tout, on a d'autres problèmes à régler pour l'instant. Et il est dans la même situation en fait que Lando Norris au début de saison. Sauf que Lando Norris en début de saison, il était en difficulté avec une voiture qui était largement au-dessus de la concurrence, sauf que maintenant Piastri il est en difficulté avec une voiture qui est pas si largement au-dessus de la concurrence. Norris le disait d'ailleurs, il est très content d'avoir gagné, mais il aurait bien pris quelques secondes d'avance de plus, parce qu'il gagne avec seulement 10 secondes d'avance sur Kimi Antonelli. La belle surprise de ce week-end pauliste, Kimi Antonelli, deuxième donc de ce Grand Prix, meilleur résultat en carrière. Alors je tiens à le saluer d'ailleurs pour Toto Wolff, hein. C'est bien son deuxième meilleur résultat parce qu'il s'est passé un truc très drôle sur F1 TV hier quand il a été interviewé. On lui dit voilà, non mais meilleur résultat de la carrière de Kimi. Il dit non mais Kimi avait déjà fait 3e, hein, si je dis pas de bêtises au Canada. On lui dit oui mais 2e. et je vous jure, il a répondu genre 2e, oui. Je suis à côté de mes pompes. Il a dit vraiment la phrase en anglais I'm beside my shoes. Je savais pas que ça existait, mais donc voilà, il a bien terminé 2e. 2e place de Kimi Antonelli, qui a été vraiment, là pour le coup, on est peut-être sur un Grand Prix référence. Là, pour Piastri, c'est un Grand Prix référence dans le mauvais sens. Là, pour Antonelli, parce que tenir un Max Verstappen en pneu tendre pendant 15 tours, c'était quand même pas mal. Hein. Ouais, un Grand Prix référence et même un week-end référence, parce qu'en vérité, il a été constant. Et c'est là où on voit les potentiels grands pilotes. C'est la capacité à non pas briller d'un coup, à avoir un coup d'éclat, mais à avoir justement cette capacité à maintenir. Il a fait, on l'a déjà dit plusieurs fois, un été assez catastrophique et une saison européenne assez catastrophique, Kimi Antonelli. Mais là, honnêtement, il est vraiment de retour. Je pense qu'il montre aussi sa capacité de résilience. Je parlais de Norris, mais à moindre mesure, Antonelli le prouve aussi. Et effectivement, au-delà du fait que la Mercedes ait bien marché, tu l'as dit, maintenir Verstappen derrière, arriver à performer à la fois sur un tour et en rythme de course, et bien oui, ça commence à devenir sérieusement constant de sa part. Et c'est très joli. Et moi, je suis désolé, je vais commencer à y croire, hein, cette fameuse théorie qui dit que Kimi Antonelli ne fonctionne que dans des pays qui autorisent un certain colorant alimentaire. Il reste 3 Grands Prix dans des pays qui normalement autorisent ce genre de colorant. Donc on peut imaginer une belle saison à la fin de saison. En gros, on rappelle, hein, tous les pays du monde, à part l'Union européenne, n'acceptent pas ce colorant alimentaire. Il a été édifiant, c'était de très bons mots, il a été édifiant sur la tournée européenne et maintenant il est de nouveau formidable. Donc je pose la question, voilà, on verra. Si c'est le cas, est-ce que chez Mercedes ils peuvent pas réussir à faire un peu de contrebande, un peu partout, c'est un petit truc. Oui, t'inquiète pas, oui c'est le Grand Prix d'Autriche, mais t'en fais pas, tu manges la même chose que d'habitude, tout va bien. Mais Lucas, toi t'as été impressionné aussi par Antonelli, j'imagine. J'ai été très impressionné par Antonelli, qu'on retrouve beaucoup plus confiant, beaucoup plus agressif dans la Mercedes, et puis il monte en puissance. Et comme le dit Mathieu, moi c'est pas une prestation de ce week-end qui a été très long que je retiens d'Antonelli, c'est vraiment la constance sur l'ensemble du week-end. Et 3 fois 2e, en comptant les qualifications et les 2 courses. C'était un Antonelli qui prouve que George Russell ne doit pas se considérer comme l'unique leader de la marque. Ouais, il avait du mal. Hein, c'est vrai que c'est intéressant en vue de l'année prochaine, sachant que les deux ont été confirmés. Arriver à insuffler une dynamique comme ça à ce moment-là, surtout qu'en plus Mercedes reprend des gros points sur Ferrari. Attention quand même à pas reprendre un petit peu les devants pour potentiellement réouvrir un petit peu les débats, si je puis dire, chez Mercedes pour l'an prochain. Attention à pas s'enflammer non plus dans la culture de l'instant. Mais... le pauvre Toto Wolff qui disait mais j'étais en paix. Oh là là, ça faisait 10 ans. Ah bah oui, tu vas retourner Toto là. À mon avis, Hamilton Rosberg, c'est peut-être le retour. Toute proportion gardée, bien évidemment, on verra bien comment ça va se développer. Bon, vous parlez de constance et vous parlez de ne pas être dans la réussite ponctuelle. Désolé, il faut quand même qu'on parle du Grand Prix de Max Verstappen parce que autant le reste du week-end était vraiment pas bon. On rappelle l'élimination en Q1 pour Max Verstappen. Les 2 Red Bull éliminés en Q1, ça a été quand même plus rapide depuis 2006. Donc autant vous dire que ça faisait un bail. C'était
au moment de l'arrivée d'Adrian Newey, globalement. Oui. Il arrivait pour préparer la voiture 2007, globalement. Mais partir des stands, terminer 3e, et honnêtement, être quasiment en lice pour une victoire. Ça aurait pu être vraiment jouable. On rappelle qu'il y a eu une crevaison aussi pendant le Grand Prix. Crevaison qu'a eu Esteban Ocon. C'était très drôle de voir d'ailleurs que les deux pilotes ont eu le même Grand Prix. Globalement, ils sont partis des stands, ils ont eu la crevaison à un tour d'écart. Mais donc Verstappen, lui, ça ne lui a pas trop coûté parce que c'était sous virtual safety car. Ocon, c'était beaucoup plus grave puisque la voiture de sécurité virtuelle s'était effacée à ce moment-là. Mais quand même, Lucas, je vais commencer par toi pour Max Verstappen, mais c'est quand même dans des grands prix comme ça, où tout est complètement à la ramasse, même si évidemment ils ont tout changé sous régime de parc fermé, donc il a eu une meilleure voiture possible à ce moment-là, mais quand même on voit la patte du champion. On se demandait si Max Verstappen allait pouvoir réitérer sa remontée de l'an dernier, et je pense que sans cette crevaison, il aurait pu aller déranger Norris pour la victoire, honnêtement, parce qu'il a perdu une petite dizaine de secondes, on le sait, la crevaison, il a dû rentrer au stand, perdre les places qu'il avait déjà gagnées au départ, et même s'il a bénéficié de nouvelles gommes au final. Et du VSC, mais voilà, en tout cas ça a quand même posé un désavantage. Ça a bien perturbé sa course, et de se retrouver sur le podium, c'est bluffant, avec des pneus à l'agonie, venir réaliser ce genre de tour chrono en fin de course, c'était du grand Max Verstappen, et tout simplement impressionnant. Mais j'ai envie de dire que comme c'est Max Verstappen, on s'y attendait, c'est Max Verstappen au Brésil, et on n'attendait pas moins de lui finalement. Ce qui est assez dingue avec Verstappen sur cette course, c'est que il y a un enchaînement de talents en piste, de belle gestion de la course de la part des ingénieurs Red Bull aussi, qui ont bien visé, il faut le dire aussi par rapport à ça. Certes, il a dépassé beaucoup de pilotes, mais il y a quand même eu une grande part de stratégie et de timing qui a joué, et ça fait plaisir parce que cette saison, je trouve qu'on n'en a pas suffisamment parlé de cette capacité à aller dans le timing de la stratégie, les arrêts au stand. C'est pas ce qui a été le juge de paix de l'année, donc là ça fait plaisir de le revoir ça. Et puis forcément une part de réussite un peu, de chance au niveau des timings. Je dis pas qu'il doit son résultat à la chance, attention, mais je dis juste qu'un champion en a besoin, et donc c'est super qu'il puisse avoir ce résultat à ce moment-là. Il relance pas parce que la victoire de Norris pour moi est vraiment déterminante, mais en tout cas il s'accroche mathématiquement, il est toujours là, et c'est quand même assez fort de sa part d'en être là à 3 Grands Prix de la fin. Même si lui a dit que c'est fini, il a déclaré que c'était terminé. Bon, après à l'été il disait qu'il allait plus gagner une seule course. Voilà, il en a gagné quelques-unes. Donc effectivement, peut-on croire à Max Verstappen? Grand débat que nous vous posons dans les commentaires de la vidéo. Il n'y a pas de problème, bien sûr. On salue rapidement aussi en termes de performance Racing Bulls, qui place ses voitures quand même 7 et 8e avec Lawson et Adjar. Et bon, ils ont failli s'éliminer dans le dernier tour, mais au moins ils ont réussi là-dessus. Pierre Gasly qui marque ses premiers points le dimanche depuis Spa-Francorchamps au mois de juillet, donc ça quand même ça faisait longtemps pour Alpine. C'était sa première présence en Q3 depuis Silverstone. C'est ça, donc ça faisait quand même un bail pour Alpine, et il a marqué des points le samedi et le dimanche. On en parlait justement lors de l'émission de la semaine dernière. Par contre, Ferrari, l'avantage c'est qu'on pourra n'en parler que rapidement, puisque de toute façon le Grand Prix a été rapide pour les deux Ferrari. Lewis Hamilton déjà handicapé par un accrochage avec Carlos Sainz au départ, puis avec Franco Colapinto à la fin du premier tour. Et puis Charles Leclerc, victime innocente. Là, on est sûr et certain, victime innocente de l'accrochage avec Antonelli et Piastri. Ferrari, Michael, je sais plus quoi te dire. Là, ça devient compliqué, je peux le concevoir. C'est trop dur. Parce que d'un côté, tu l'as dit, Leclerc n'y peut rien. Donc là, il n'y a même pas de débrief à faire. Il faisait un super restart. Je pense qu'il aurait fait une super course, sincèrement. Le podium était largement jouable, comme il l'a dit. C'était vraiment très beau. Franchement, le restart qu'il fait, honnêtement, encore une fois, c'était pour moi le plus beau de tous. Piastri a été très ambitieux, peut-être un peu trop. Mais néanmoins, Leclerc a vraiment bien pris la bonne trage. Après, Antonelli se fait piéger, et c'est une expérience aussi qui parle à mon avis. On va en parler, mais c'est vrai que ce moment-là, il y a un podcast à faire que sur le moment-là, je pense. C'est ça. Mais on n'a pas le temps, c'est bien dommage. Non, mais sinon, Leclerc super, et puis Hamilton, bon, c'est pareil, ça a été un mélange. Il y a eu de la malchance au départ, il se fait taper par Carlos Sainz, donc encore une fois, ça retarde beaucoup et ça lui plombe une grosse partie du début de course. D'un côté, il fait lui aussi une erreur grossière au moment où il faut se reconcentrer, mais je pense qu'il parvient pas à se reconcentrer à ce moment-là. Déjà, il est ailleurs dans son esprit. Peut-on lui en vouloir après ce scénario un petit peu compliqué sur tout le week-end? Je ne sais pas. Mais oui, c'est catastrophique. Alors que la performance, encore une fois, était là. C'est sempiternel. C'est toujours la performance est là, peut-être qu'on peut le faire. Et puis au final, que pour une voiture, c'est ça en fait le problème. C'est qu'on parlait de Hamilton la dernière semaine. Il remonte, il est bien. Puis là, il fait une prestation largement en demi-teinte. Est-ce qu'il essaye des choses sur le plan des réglages qui est compliqué? Est-ce que, encore une fois, d'un circuit à l'autre, il y a des mauvaises surprises? On voyait que là, le train arrière n'y était pas. Si on veut rentrer un petit peu plus dans la technique, il glissait partout. Leclerc qui a mieux réussi à le maîtriser sur le week-end. On rappelle quand même qu'il a aussi perdu le contrôle en qualification sprint au début du week-end. D'ailleurs, il a un petit peu gêné Hamilton à ce moment-là. Donc le train arrière, de toute façon, sur la Ferrari, n'y était pas ce week-end. Je pense que ça a été un gros handicap pour les deux. Leclerc a su mieux le contenir.
Et Hamilton, non, parce que c'est son gros problème et ils n'ont pas le même style de pilotage par rapport à ça. C'est Franck Montagny qui en parlait sur Canal+, d'ailleurs, et qui l'évoquait, parce que c'est vrai qu'on a parfois aussi cette impression de dire on ne sait pas pourquoi une voiture marche sur tel ou tel circuit, mais en fait, Interlagos, avec ses bosses, est réputé pour être justement un circuit où il faut être très souple à l'arrière, ce qui posait problème à Max Verstappen d'ailleurs en début de week-end, parce que lui, il a besoin d'une voiture très dure, qui est très directrice sur le train avant, et donc un train arrière qui est assez mastoc aussi. Et donc là, quand il faut être un petit peu plus souple, un peu plus presque feignant, hein, si on va faire comme ça, grossir le trait, ben forcément, ça fait que certaines voitures vont avoir des avantages. Peut-être qu'Alpine fonctionne mieux sur ce genre de piste. Donc voilà, à voir. Après, on n'oublie pas aussi que les voitures, globalement, en 2026, pourraient être réglées un petit peu moins dures sur la totalité des circuits, puisqu'il n'y aura plus l'effet de sol, et donc il n'y aura plus cette nécessité d'être très bas. Peut-être que ça pourrait... Dans quelques secondes, on va vous annoncer le titre mondial de Pierre Gasly. Restez avec nous. Et évidemment, le titre 2026. Non, mais c'est vrai que s'ils arrivent... Tu vois, quand tu as des équipes qui fonctionnent bien sur ce genre de piste un peu bosselée, c'est un... Mais je trouve d'ailleurs que ça rend encore plus hommage à Antonelli, pour revenir vraiment 10 secondes dessus, parce qu'il a un pilotage très particulier, il balance beaucoup la voiture dans les virages, et pour autant il a performé, donc encore une fois, belle capacité d'adaptation, là où un Hamilton, qui est pour autant septuple champion, il n'a pas réussi justement à contenir un petit peu les méfaits et les maux un peu de sa voiture. Bon, messieurs, je regarde par notre fenêtre, là je vois du ciel gris, on a vu du ciel gris tout le week-end du côté de Sao Paulo. Je vous invite, si ça ne vous dérange pas, à partir vers le soleil et aller rejoindre notre ami Valentin Glo, parce qu'on va parler du championnat du monde d'endurance. Et on salue justement Valentin Glo, le voici, mon cher Valentin. Eh bien, Ferrari était venu pour remporter les titres mondiaux ce week-end. Ils l'ont fait, hein, finalement, titre constructeur, titre pilote, triplé au championnat pilote. Week-end parfait. Oui, salut Michael, salut tout le monde, bienvenue ici à Bahreïn sur le circuit international de Sakhir. Effectivement, Ferrari, champion du monde à la fois chez les pilotes avec Antonio Giovinazzi, Alessandro Pierguidi et James Calado, et chez les constructeurs au terme d'une course où finalement leurs adversaires n'ont jamais été en mesure de les contester, ni Porsche, ni Cadillac. Ferrari fait 3, 4, 5, la 51 fait 4 et c'est suffisant pour être champion du monde. Pour nous, c'est une satisfaction incroyable. Nous avons gagné un championnat du monde à la 3e saison de la nouvelle histoire de Ferrari dans les protos. Donc c'est quelque chose de merveilleux parce que les derniers championnats que nous avons gagnés dans les protos étaient dans les 72. Donc c'est quelque chose pour nous de vraiment de mémorable. Mais surtout, je crois qu'à partir de la 23, qui était les saisons de retour, nous avons gagné 3 fois la 24 heures du Mans et les championnats du monde constructeurs et pilotes avec 3 équipages dans les premières 3 positions. Donc, je pense que c'est quelque chose de vraiment important. C'est la témoignage que le projet, c'est quelque chose de fort en termes de technique, mais en termes de solidité. Et que pour Ferrari, l'endurance, c'est vraiment quelque chose d'important. Et nous avons eu ici notre président, le CEO, le directeur général. Donc, tout le top management de Ferrari, il a partagé ses résultats. Et pour nous, c'est vraiment une motivation d'être orgueilleuse. Alors Toyota qui remporte sa dernière manche de la saison, 9e année consécutive qui s'impose à Bahreïn, on le rappelle, doublé en plus sur la dernière manche, ce qui leur permet de finir 2e du championnat, et au vu de la saison de Toyota, c'était vraiment pas gagné. Est-ce qu'ils ont sauvé leur saison, très clairement, avec cette victoire bahreïnie? Oui, tout à fait, Michael. Toyota sauve sa saison ici à Bahreïn. Cela faisait 1 an que Toyota ne s'était pas imposé. La dernière fois, c'était ici même aux 8 heures de Bahreïn l'année dernière. Pour la numéro 7, il ne s'était pas imposé depuis Imola en 2024. Toyota n'avait même pas signé un podium cette année. Ils ont signé un doublé avec la 7 devant la 8 en partant de la pole position. Donc oui, la saison est réussie, surtout qu'en plus, ils décrochent la place honorifique de vice-champion du monde des constructeurs en doublant Porsche et Cadillac. Et on va d'ailleurs écouter Sébastien Buemi, il y a ton micro qui en parlait. Ouais, ça fait du bien de finir la saison comme ça avec un doublé. Alors, la 7 a gagné. J'ai fait une petite erreur, pris une pénalité à un moment donné, donc on a perdu un petit peu de temps avec ça. Sinon, je pense que ça aurait été très serré pour la victoire. Mais voilà, ça nous fait terminer 2e du championnat, ce qui est presque un petit peu inespéré après la saison qu'on a eue. Mais voilà, ça marque plus de points ici à Bahreïn. C'est une piste où on est régulièrement très compétitif. Donc voilà, cette année, on a réussi à faire quand même une belle course et faire le doublé, c'est quand même super pour terminer la saison. Alors Valentin, ce week-end, c'était aussi les débuts de Théo Pourchaire. Alors,
techniquement pas les débuts en WEC, puisqu'il a fait les 24 heures du Mans plus tôt dans l'année, mais les débuts en hypercar avec Peugeot. Comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'on peut juger la performance du jeune pilote français qui faisait ses débuts à la place de Stoffel Van Dorn dans la 94? Oui, Théo Pourchaire était la principale attraction de cette dernière manche de la saison à Bahreïn. Le pilote français disputait sa première manche de championnat du monde d'endurance, sa première en hypercar et sa première avec Peugeot, constructeur dont il était le pilote de développement cette saison. Théo a même mené la course à un moment donné grâce à une stratégie décalée de son équipe. Cependant, une safety car dans la dernière heure a anéanti leur stratégie. Théo, malgré tout, était très content de sa première expérience en hypercar, comme il nous l'a confié. J'ai apprécié énormément. Franchement, c'était une opportunité de fou que l'équipe m'a donnée. Encore un grand merci au team Peugeot Total Energy pour cette opportunité. Voilà, ça m'a permis de me préparer pour l'an prochain. Je passais dans toutes sortes de situations avec les pneus durs, changer que de pneus à l'arrêt au stand, le safety car, les médiums. La voiture sur les médiums a été vraiment bien. Et là, je pense que j'ai fait un bon stint, ça s'est bien passé. J'ai été leader de la course après avec les arrêts au stand et tout, mais quand même, j'ai montré, je pense, un très bon rythme. Enfin, en tout cas, j'ai montré que la voiture pouvait aller vite et ça m'a fait plaisir parce qu'on a beaucoup travaillé sur le setup et Loïc a vraiment mené l'équipe de ce côté-là. Malte aussi, il a fait une très bonne qualif. C'est un sport d'équipe et franchement, j'en suis très fier. Et bon, moi, comme j'ai dit, j'ai coché toutes les cases pour me préparer pour 2026. Et enfin, Valentin, la victoire en LMGT3 s'est jouée comme d'habitude, j'ai envie de dire, dans les dernières secondes du dernier tour. Et c'est finalement la Lexus numéro 87 de Chacolis ASP qui l'a emporté juste devant la Mercedes numéro 61. On a vu Maxime Martin et José Maria Lopez qui ont un petit peu ferraillé en fin de course. Et donc, chez Lexus, il termine en plus 3ème du championnat pilote avec l'équipage de la 87. Pas mal pour une vieille voiture, non? Et victoire française en LMGT3 avec Acodis ASP qui remporte sa 2e course de la saison après les 6 heures de Sao Paulo. Et le point commun, mon cher Michael, entre ces deux courses, c'est ce pneu Goodyear dur. Il était mis en place pour la première fois au Brésil. Aux États-Unis, à Austin, la course est déroulée sur des trompes d'eau, donc il n'a pas servi. Alors qu'au Japon, il n'était pas là. Il en était revenu sur les gommes médium. 2e course sur le sèche avec cette gomme finalement. Et Acodis qui gagne encore, qui en tire profit. Donc très belle victoire une nouvelle fois d'Acodis avec sa vieille Lexus RCF, comme nous l'explique Jérôme Polican. Une grosse satisfaction parce qu'à la fin, on est même sur le podium du championnat, ce qui était pas évident avant de venir ici. Et puis, je regarde la saison, cette course, puis la saison comme un bilan. On a fait 2 pole positions avec l'autre voiture, 2 victoires avec celle-là, donc un podium au championnat. Vu où on était à la fin 2024, il y a 12 mois où on avait juste grappillé quelques points, c'est quand même un retour aux avant-postes qui est plus que satisfaisant et forcément merci à Toyota de nous avoir supportés et puis et de nous avoir cru au projet. C'est vrai que je pense qu'on a été parmi les seuls peut-être à s'intéresser à faire des tests avec ces pneus déjà dès l'année dernière ici. Et on a vu que non seulement on avait moins de dégradation avec ces pneus, mais en plus on pouvait avoir un peu plus de performance sur un tour que les autres. Et toutes les courses qu'on a fait sur le sec avec ces pneus, c'est parce que Cota s'est déroulé sous la pluie, donc on peut pas juger, mais que ça soit le Brésil ou ici, on les a gagnés, donc on va un peu les regretter, mais on arrivera aussi à la faire marcher avec les médiums. Merci Valentin et courage évidemment, lui qui va retrouver la France et la température de la France un mois de novembre finalement, donc vous allez voir, c'est pas tout à fait la même chose. On va maintenant poser la question hebdo comme toutes les semaines. Et pour cette question hebdo, on va continuer de passer en revue comme ça toutes les disciplines qu'on a eues ce week-end, notamment avec le WRC, le championnat du monde des rallyes, parce que Sébastien Ogier a donc remporté le rallye du Japon, il est 2e du championnat du monde. N'est-il donc pas le favori pour remporter le titre mondial au rallye d'Arabie Saoudite? La question paraît un petit peu étrange. Vous pouvez y répondre évidemment sur autohebdo.fr à partir de 20h et dans les commentaires de la vidéo. La question paraît étrange, Mathieu, mais elle paraît presque évidente aussi. Elle n'est pas étrange parce que Sébastien Ogier, il a encore fait un truc d'extraterrestre, si je puis dire, ce week-end. Il a remporté 10 spéciales sur 20 de ce rallye du Japon. Il a remporté ce rallye du Japon avec un peu plus de 11 secondes d'avance sur Elfyn Evans. Et il fait encore 35 sur 35. Il remporte le rallye, le Super Sunday, la Power Stage. La Power Stage qu'il a gagné pour 1/10 de seconde devant Elfyn Evans. Il est passé dernier, donc il a assuré le spectacle pour la fin du rallye. C'était vraiment assez impressionnant à suivre. Mais au-delà de ça, oui, pour répondre à la question, oui,
oui, pour moi, il est favori parce qu'en termes de dynamique, la seule fois où il n'a pas gagné le rallye, ou en tout cas où il s'est pas positionné sur le podium, c'est quand il a été dans l'arbre dans central. Merci. Mais à part ça, il a remporté le Chili avec un week-end parfait, il a remporté le Japon avec un week-end parfait. Et puis en attendant, Elfyn Evans, qui est lui donc leader du championnat avec 3 points d'avance seulement, il a remporté 2 rallyes cette année, 2 rallyes auxquels Sébastien Ogier n'a pas participé, on le rappelle. Ce qui est embêtant du coup en début de saison. Pour l'Arabie Saoudite. Voilà, donc disons que Elfyn Evans il est constant, il fait 4 fois deuxième quand même consécutivement, donc cette rigueur là, je trouve qu'il faut la souligner de la part du Gallois qui est toujours en lice mathématiquement, mais il l'a dit lui-même, il a félicité Sébastien Ogier à la fin, alors qu'il n'était encore pas arrivé sur cette Power Stage, mais il a dit Sébastien évidemment il a très bien piloté, il a été vraiment plus rapide, hein, c'était clairement ce que ça voulait dire, et pour moi oui le Français est favori parce que tout simplement s'il ne fait pas d'erreur ou s'il n'a pas de problème d'ordre mécanique, je pense que personne en termes de rythme pur ne peut le battre. Mathieu, je note une phrase que tu as dite et qui est pour moi révélatrice. Tu as cité Elfyn Evans comme étant mathématiquement en lice. On rappelle qu'il est en tête du championnat du monde. Ça c'est fort. Mais oui, mais tu vois, mais on le voit comme ça. Je suis assez d'accord avec Mathieu. C'est que pour moi, Elfyn Evans là, il est plutôt dans la peau du chasseur, étant donné le week-end d'extraterrestre que nous a fait Sébastien Ogier, et on a presque l'impression que c'est lui qui mène le championnat, parce qu'en Arabie Saoudite, il faudra un très gros Elfyn Evans pour pas concéder les 4 points d'avance. Pour pas perdre les 4 points d'avance qu'il a encore sur le Français. Puis le problème, c'est que je veux bien qu'on le considère comme le chasseur. Enfin, le règlement WRC, il le considère comme le chassé parce que c'est lui qui va ouvrir en Arabie Saoudite. Donc, c'est vrai, c'est un avantage, étant donné que c'est sur terre. Même là, c'est un détail, mais c'est un détail qui peut avoir son importance parce que, Ogier peut encore une fois creuser l'écart dès le premier jour. Et mentalement pour Evans, devoir le rattraper sur les jours suivants, ça pourrait. Je vois pas comment ça va être possible. Pour moi, je vois pas comment Ogier peut ne pas gagner le vendredi, on va dire, terminer le vendredi en tête, parce qu'il va, évidemment, les deux balayent, mais Evans balaye plus, ça c'est sûr. Peut-être qu'Arvan Pera va venir un petit peu s'immiscer là-dedans pour sa dernière en WRC. Et le problème, c'est qu'à partir du samedi, Ogier, s'il est en tête du vendredi, va être le dernier à partir sur la route quand même. Ce qui n'est pas forcément. Alors, c'est une découverte, le rallye d'Arabie Saoudite sur le championnat du monde des rallyes. Ce qui est peut-être pas forcément un avantage, parce qu'en Arabie Saoudite, il y aura cet effet de balayage, certes, mais il risque très fort d'exposer pas mal de pierres aussi. Et de ramener des pierres, parce que ce sera assez caillouteux. Oui, le fait d'être total dernier, c'est peut-être pas un avantage. Voilà, c'est peut-être pas forcément génial. Et après, à voir aussi quand il y aura des deuxièmes passages potentiels dans les spéciales, quand toutes les WRC2, WRC3, enfin toutes les autres catégories auront passé aussi un coup de balai. Là, on pourrait avoir pas mal de crevaisons qui viendraient peut-être malheureusement jouer dans la lutte pour le titre, on le souhaite pas, mais je vous rejoins là-dessus. Effectivement, pour moi c'est le favori par cette formidable CAI qu'il est en train de faire. On rappelle, Sébastien Ogier est vraiment très bien parti pour devenir champion du monde en n'ayant pas participé à la totalité des rallyes. Il a annoncé également qu'il ne le fera pas à la totalité des rallyes l'an prochain, donc il continue sur son programme. On va d'ailleurs accueillir du côté de chez Toyota Oliver Solberg, qui va remplacer Calderón Pera, qui part, on le rappelle, en Super Formula. Il va faire de la monoplace, Calderón Pera désormais. Donc voilà, Ogier sera encore là pour dire bon, écoute, non mais faites la saison complète, c'est super. Vraiment faites-le. Moi, je le fais pas parce que vous savez, je suis pas au même point, même pas au stade que vous, mais faites-le, profitez. Je me demande même si c'est pas un avantage de pas tout faire dans sa position, dans la mesure où justement, il part pas en ouvreur sur certains rallyes pour lesquels ça joue forcément. Ça joue forcément. Et c'est assez dingue. Quand il revient, parce qu'il fait donc le début de saison, en général, il fait le Monte-Carlo. Bon, le Monte-Carlo, c'est très bien d'être premier ou deuxième sur la route, c'est très pratique. Après, en général, il part un petit peu, il vient pas au Kenya. Enfin, c'est souvent ce rallye qu'il ne fait pas. Et quand il revient sur des rallyes terre, il se retrouve parfois 4 ou 5e du championnat, donc 4 ou 5e sur la route la première journée, et ça c'est un très bel avantage. Donc effectivement, il a peut-être bien pensé son truc. Ça n'a pas marché l'an dernier, il avait tenté le coup déjà, et c'est finalement Thierry Neuville qui l'avait emporté. Ici, autant vous dire qu'Elfyn Evans est en tête du championnat. Pas garanti qu'il le restera jusqu'à la fin du rallye d'Arabie Saoudite, mais on veut en tout cas votre avis, votre analyse sur cette question, parce qu'on trouve qu'effectivement il y a quand même de la discussion à avoir, et il y a pas mal de petites choses à dire. C'est pas la première fois en plus qu'Elfyn Evans lutte contre Sébastien Ogier pour le titre, et ça ne s'était pas très bien passé d'ailleurs quand il s'était retrouvé en lice à Monza il y a quelques années, donc on espère pour lui que ça ira bien mieux. Répondez à partir de 20h à la question hebdo. 20h, c'est aussi l'heure, je tiens à vous le rappeler, où vous pourrez bien découvrir le magazine Auto Hebdo de la semaine. À noter cette fois-ci, attention, il sortira jeudi en kiosque, puisque le 11 novembre étant férié, on décale le tout d'un jour, mais rassurez-vous, 20h lundi, ça ne bouge pas. Écoutez, on va maintenant parler des résultats du week-end. On va donc pas parler de WRC parce qu'on vient de bien le faire ici. Évidemment. On va forcément parler un petit peu de MotoGP.
On va parler donc du Grand Prix du Portugal MotoGP sur le circuit de Portimao, la victoire de Marco Bezzecchi. J'ai été surpris, mon cher Lucas, d'apprendre que c'était que la deuxième victoire de Bezzecchi en Grand Prix cette année, lui qui est si bon depuis le milieu de la saison. Mais c'est vrai qu'après Silverstone, eh bien, on avait pas mal de vainqueurs différents, 6e vainqueur différent sur les 6 derniers Grands Prix. Voilà, une statistique qu'on n'avait pas observée depuis la saison 2020 en MotoGP. Et Marco Bezzecchi. Vous remarquerez d'ailleurs, pardon de te couper Lucas, mais ça n'arrive que dans les saisons où Marc Marquez se blesse quand même, hein, c'est très clair. Depuis que Marc Marquez n'est pas là, c'est clair que c'est beaucoup plus disputé. Ça souligne aussi la compétitivité du plateau actuel, le fait que les autres marques, Aprilia, KTM, reviennent aussi sur Ducati. Je trouve ça très intéressant et ça nous annonce une saison 2026. Pourquoi pas beaucoup plus disputé entre marques. Mais pour revenir sur Marco Bezzecchi, j'ai envie d'ajouter une nuance. Quand tu dis que c'est sa deuxième victoire, j'ai envie de dire que c'est la première à la régulière. Et enfin, finalement, on se rappelle, je pense que c'est encore une plaie ouverte dans vos cœurs de Français à vous, l'abandon malheureux de Fabio Quartararo à Silverstone, qui avait du coup promu Marco Bezzecchi sur la première marche du podium. Il avait gagné un petit peu par chance, profitant aussi, on l'a déjà dit dans une autre émission, du mauvais choix de pneus de Ducati. Ici, c'est un Marco Bezzecchi impérial qui s'est imposé, il réalise le whole shot au départ, et puis il s'envole et il laisse aucune place à Alex Marquez et à Pedro Acosta. Après un sprint pas top important. Justement, après un sprint où il avait un peu évolué dans l'ombre justement de ces deux pilotes. Donc il a dit, ils ont beaucoup travaillé avec Aprilia du samedi au dimanche. Le matin, il arrive au warm-up, il met une demi-seconde dans la vue de tout le monde. Et puis en course, voilà, c'était du grand Marco Bezzecchi. Exécution parfaite chez Aprilia. Mais c'est vrai que là où ça soulage pour lui, c'est qu'on se disait qu'il a raté tellement d'opportunités, où en termes de performance pure, il en était à ce niveau-là, mais il parvenait pas justement à convertir. On sentait qu'il y avait un véritable blocage par rapport à ça, notamment justement le Grand Prix où il y a la chute de Marc Marquez, où pour moi c'est assez symptomatique. Mais là enfin, donc voilà, il est responsable. C'est ça. Oui, il le percute et voilà. Et donc il après a pu avoir remporté le sprint quand même. Donc c'est ça. Donc là il a pu enfin valider et ça c'est mérité. Et c'est vrai que comme tu le dis, c'est presque particulier de se dire que c'est que sa deuxième victoire. On pourrait imaginer comme ça que c'est déjà sa troisième ou quatrième, mais non. Mais je pense que Marco Bezzecchi, il avait déjà trouvé quelque chose sur l'exercice de la pole position, on l'a vu, même quand Marc Marquez était encore là, il avait pas trop de mal à lutter face à la Ducati. En sprint, il avait déjà aussi trouvé les clés pour s'imposer, il l'a fait 3 fois cette saison je pense. En course principale, il lui manquait encore quelque chose pour aller au bout. Souvent il a été pénalisé aussi par la dégradation des pneus en fin de course. Là, c'est ce que j'ai, c'est une exécution vraiment parfaite de sa fin de week-end. Et donc, chapeau à Marco Bezzecchi. Et tu voulais rapidement, Lucas, nous parler du cas Nicolo Bulega, parce que c'est son premier Grand Prix en MotoGP, lui qui remplace Marc Marquez, le vice-champion du monde Superbike, qui s'est plutôt bien débrouillé quand même. Il s'est plutôt bien débrouillé. Je pense qu'en étant réaliste en termes d'attente, on pouvait se dire que s'il marquait 1 point sur le week-end, c'était un Grand Prix assez réussi. Il l'a fait, 15e le dimanche. On en oublie presque son erreur d'inexpérience en sprint. Encore trop habitué au freinage type Superbike, c'est ce qu'il expliquait. Voilà, en Superbike, en gros, pour ceux qui n'ont pas la nuance, en Superbike, tu viens et tu prends les freins très très fort en début de phase de freinage pour ensuite laisser. Et en MotoGP, c'est l'inverse, justement. On prend les freins, Voilà. Après, il faut savoir les gérer. Pecco Bagnaia peut prendre les freins de manière gigantesque au début, mais parce qu'il connaît bien les freins. Nicolo Bulega, d'ailleurs, qui utilisait un frein différent des autres, puisqu'il avait le frein à gauche de son guidon, le frein arrière, là où beaucoup de pilotes freinent avec le pied. Et donc, il a repris la configuration exacte de la moto de Marc Marquez. À la seule nuance près qu'il a changé ce détail-là. Mais non, dès les essais libres 1, il est devant Pecco Bagnaia, faut le rappeler. Oui. Et après la suite du week-end, il est quand même loin derrière. Je pense que c'est la faute aussi au format de week-end du MotoGP où dès la deuxième séance, tu es obligé de faire un tour qualif absolument extraordinaire pour te qualifier dans les 10 premiers. Et quand tu manques d'expérience, c'est jamais facile. Petite erreur en sprint, mais le dimanche, Nicolo Bulega, il a parfaitement rempli le contrat. On le rappelle, il avait un petit peu échoué lors de ses passages en Moto 3 et en Moto 2, et de voir qu'un pilote qui passe par la filière justement Super Sport, Superbike arrive à être compétitif directement en MotoGP, j'ai envie de dire que c'est de bon augure pour Toprak Razgatlioglu l'année prochaine. Exactement, lui qui viendra chez Pramac Yamaha. On retrouvera le peloton du MotoGP la semaine prochaine déjà du côté de Valence, et surtout on te retrouvera, Lucas, en direct de Valence pour cette finale du MotoGP. Tu viendras nous faire un petit coucou dans l'émission quand même. Je pensais que je partais manger les pailles là, moi.
il y aura une partie, mais il y a une partie de travail. Bon, je ferai une petite apparition dans l'émission alors. Merci. C'est 2-3 petites choses, c'est administratif. Vous en faites pas. Merci en tout cas d'avoir discuté MotoGP avec nous, mais maintenant on va parler des tops et des flops. Et je tiens quand même, je suis presque ému. Je crois qu'on est peut-être sur la première émission où tout le monde reste du début à la fin. C'est vrai que c'est fou, il n'y a pas de changement de pilote. Mathieu, je suis à 2 doigts de te demander de te lever. Mais oui, mais juste pour la forme. Quoi, voilà, juste pour laisser comme ça le siège vide. Mais c'est vrai. Non, mais non, finalement, on se revoit tous les 3. C'est parti, top flop. Et du coup, Mathieu, voilà, c'est à moi que revient cet honneur. Quels sont tes tops ? Eh bien, écoute, les tops, on va aller dans plusieurs catégories forcément, parce qu'il y en a eu plusieurs. D'abord, en Formule 1, je tiens à féliciter Red Bull et particulièrement les ingénieurs de Max Verstappen. Je l'ai dit tout à l'heure à demi-mot, mais sur l'établissement de cette stratégie, le pari de le faire partir des stands, de correctement régler la voiture et ensuite d'exécuter un Grand Prix parfait, donc grand bravo de ce côté du garage. Évidemment, Pierre Gasly quand même, on l'a dit tout à l'heure, la première Q3 depuis Silverstone, les premiers points depuis Spa, donc il y a beaucoup de choses comme ça qui montrent que malgré le fait qu'Alpine soit loin, Gasly arrive à tenir la baraque et ça je trouve ça assez formidable de sa part. Et puis évidemment on va pas user de superlatifs davantage, Sébastien Ogier qui fait le week-end parfait et qui réalise bien évidemment, qui se place en position de favori alors qu'il n'est même pas premier. Mon cher Lucas, tes tops, quels sont-ils ? Alors on a déjà parlé beaucoup de Marco Bezzecchi, moi j'ai envie de citer Pedro Acosta en top. Il est jamais passé aussi près de la victoire, en tout cas pour la course sprint. Et je trouve que depuis quelques courses, on retrouve vraiment un Pedro Acosta plus mature, et il le dit lui-même. Il essaye de trouver l'équilibre entre l'ancien Pedro, qui était plutôt kamikaze, et le nouveau Pedro un peu plus réfléchi et qui contrôle plus ses phases de freinage, tout en restant l'un des plus gros freineurs du plateau. Et donc il a vraiment élevé son niveau sa dernière course, et au Portugal il l'a montré. Il passe à 2 dixièmes de la victoire en sprint. On rappelle, il s'est pas encore imposé en MotoGP, que ce soit sprint ou course. Donc très beau week-end de la part d'Acosta. Et mon deuxième top, c'est Liam Lawson pour la course qu'il a effectuée, exécution parfaite à la stratégie. On le rappelle, il n'a fait qu'un arrêt. Et puis, il va vraiment chercher la position de son coéquipier dans le dernier tour. Comme tu le dis, ils ont failli... Ça a failli mal se finir, voilà, mais ça s'est bien fini. Mais ça s'est bien fini. Et en plus, il écrase Yuki Tsunoda, et ça, on le sait, c'est important pour l'avenir. Alors moi, je vais mettre Max Verstappen parce que voilà, évidemment, les ingénieurs ont fait du très bon boulot, mais derrière le volant, quand même, Max, c'était sympa. Et puis, plus que des tops, c'est deux clins d'œil que j'ai envie de passer ici. Le premier, c'est pour Yannick Dalmas, qui prend sa retraite, lui qui était pilote de la leading car, notamment en WEC, l'ancien vainqueur des 24 heures du Mans, qui a pris sa retraite. Et on vous passe quelques images actuellement, en fait, de la haie d'honneur qu'on lui a fait carrément. Tout le paddock du WEC était présent, et c'était un très grand moment. Et on salue Yannick pour sa formidable carrière. Et on n'a pas de doute, on se doute bien qu'on le reverra dans un paddock. Et puis aussi, toujours en WEC, Dorian Boccolacci, qu'on a envie de saluer parce qu'il a pris part au rookie test avec la Porsche 963 de l'écurie Proton. Et je vous propose même de l'écouter. Tiens, voilà, c'est comme ça, c'est pour moi, c'est cadeau. Je viens tous les 6 ans ici à Bahreïn. Je suis venu une première fois en 2013, ensuite en 2019. Donc 2013, c'était championnat du monde de karting, donc le circuit juste à côté. 2013, c'était en 2019, c'était en Formule 2. Et du coup, 2025, en hypercar avec Proton sur la 963. Voilà, ça donne envie de tester. Forcément, quand on est depuis cette année un petit peu avec Porsche, avec mon contrat en Asie, c'est aussi ultra cool, ultra sympa de pouvoir tester cette voiture qui est forcément une voiture complètement différente de la GT. C'est une proto. J'ai jamais testé de LMP3 ni d'LMP2 avant, donc forcément ça change énormément. Mais voilà, je me suis vite fait à la voiture. Après, je trouve que c'est un peu un mélange entre la monoplace que je connais avec la Formule 2 et le GT que je fais actuellement. C'est un bon compromis, on va dire, et j'arrive à retrouver un petit peu des sensations de chacun. Au final, ma journée, ça se résume à pas énormément de tours, parce que j'ai fait 10 tours ce matin pour me familiariser avec la voiture. Ensuite, j'ai fait 5 tours en pneus neufs. Début d'après-midi quand il faisait très chaud, et généralement c'est là où il y a les performances sont les moins bien, enfin la performance est moins bien, on va dire. Et ensuite fin de journée, on a fait un long run histoire de voir un petit peu la dégradation des pneus sur ce circuit qui est un circuit très abrasif, très compliqué pour les pneus. Donc c'était intéressant de voir un petit peu toutes les facettes. Et au final, je suis quand même très content de mon tour en qualif ce matin, parce que je crois qu'on est 7e à ce moment-là, à 1 dixième du P3 au P4, donc voilà, c'était très serré, et pour une première, voilà, je
pouvais pas espérer beaucoup mieux parce que il y a des rookies aussi, mais il y a des faux rookies, on va dire, qui roulaient aujourd'hui, qui connaissent très bien la voiture. Et au final, je suis très content de cette journée, beaucoup d'apprentissage et peut-être que ça me servira dans le futur, on sait jamais. Et maintenant qu'on a eu Dorian Boccoacci, maintenant passons quand même au flop, mon cher Mathieu. C'est pas le moment qu'on préfère, mais il faut bien y passer. Quels sont-ils ? Écoute, en WRC, Toyota et Ogier ont été formidables, mais Hyundai beaucoup moins. Malheureusement pour Adrien Fourmeau, pas de podium, alors qu'il était bien parti pour le faire. Il lui a manqué une portière pour le faire. Donc bon, c'est un peu dommage. Un détail. Moi, je pars toujours du principe, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une portière sur une voiture de rallye ? Je ne sais pas. Il avait l'air de se poser la question lui, mais la direction de course a été assez intransigeante. Non, mais Hyundai en termes de performance, dommage. Thierry Neuville, évidemment, qui abandonne pendant une liaison pour un problème d'essuie-glace, quand même dommage. De son côté, Tanak qui n'a jamais trouvé le bon réglage, il l'a dit pendant le week-end. Et il en est tellement ravi qu'il a décidé de prendre faire une pause. Voilà, il fait une pause, on rappelle, c'est quand même l'une des infos de la semaine, notre Tanak qui dit aussi en 2026, moi c'est bon, j'arrête un petit peu les amis. Donc bon, Hyundai ce week-end, et puis sinon en Formule 1, la direction de course, on en avait parlé au Mexique, on en reparle ici parce que pour moi, je vais être très clair et très franc, il n'y a aucune pénalité qui doit être distribuée ni à Piastri, ni à Antonelli. C'est peut-être le seul pour lequel ça peut se discuter, mais même pas. Et évidemment pas Leclerc, parce que lui, il subit la situation. Pas de pénalité à mon avis dans ce moment-là. Le problème, c'est qu'on sanctionne des pilotes qui essaient de dépasser et de faire la course. Et donc, évidemment, on va arriver à un moment, à force, où eh bien, les pilotes vont se dire, ok, on est pénalisé quand on dépasse. Bah, dans ce cas-là, on fait la procession et on dépasse plus. Et c'est dommage parce que je crois qu'on va finir par y arriver si ça continue à être arbitré de la sorte. C'est le risque, effectivement. Lucas, tes flops. Alors en flop, je sais que c'est un peu dur. On a parlé de son excellent week-end plus tôt, mais j'ai envie de mettre Antonelli pour l'incident que tu viens de citer. Juste pour rappeler, comme tu l'as bien dit, que pour moi, Oscar Piastri ne doit pas prendre tout le blâme de cet incident. Et pour Charles Leclerc non plus. Hein, Charles Leclerc non plus, oui, c'est ça. Et oui, c'est vrai que Charles Leclerc a précisé qu'Antonelli avait aussi sa part de responsabilité. Clairement. Pour moi, c'est un 50-50 et il faut mettre un petit flop sur Antonelli pour diviser les parts de responsabilité. Mon deuxième flop, c'est Franco Morbidelli. Alors là, je pense que c'est plus évident. Franco Morbidelli qui nous a encore fait une action où il a plongé sans regarder et finalement, il n'y a que lui qui a été pénalisé. C'est ça qui est bien. Ça, c'est bien. C'est le seul à tomber. Mais on n'aime pas les gens qui tombent, rassurez-vous. Mais là, au moins, il a fait une erreur. C'est lui qui s'est retrouvé dans un gravier. C'est bien. Ça fait vraiment 2-3 courses qui se lâchent. On se rappelle de son dive bomb à Sepang sur Fabio Quartararo, alors qu'il était bien plus rapide que la Yamaha. Et il fait beaucoup de fautes inutiles en ce moment. Donc voilà, ça mérite mon flop. Il est un peu dans les étoiles, nous disent-ils souvent à la télévision belge d'ailleurs. Moi, mes flops, écoutez, Gabriel Bortoleto quand même, parce que le pauvre. Alors, c'est un flop qui fait mal au cœur, parce qu'il était vraiment très embêté d'avoir réalisé un week-end pareil. Top à la sécurité par contre, parce que sa boîte en sprint était vraiment fait peur, et il a pu continuer le week-end comme si de rien n'était. Et puis Yuki Tsunoda, parce que ça n'a pas été ce week-end, et en fait c'est ce qu'on s'était dit après les qualifications de samedi. Bon, Verstappen se qualifie pas en Q2, voilà. Le problème, c'est que Tsunoda est quand même encore derrière, alors qu'il fait 16e Verstappen. Donc à un moment donné, ça devient compliqué. Et lui-même l'a dit, c'était un de ses pires week-ends de l'année. Et vraiment, il était désemparé, on va dire, Yuki Tsunoda. Donc voilà, un petit flop. Il va falloir se reprendre sur les 3 derniers Grands Prix, histoire de peut-être continuer maintenant l'aventure chez Red Bull. Mais ça devient de plus en plus compliqué. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce beau week-end de sport mécanique. On salue tout particulièrement Mathieu quand même qui a fait le rallye. Hein, donc autant vous dire qu'il est en heure japonaise. Là, hein, je suis en décalage horaire là, voilà. Mais ça va. Je vais même aller jusqu'à vous briser un secret de tournage. Nous ne sommes pas en direct. Je sais que ça en surprend beaucoup. Il n'est pas 19h35 ou 40 ici. Non, je suis en train de dormir là. Voilà, il est vraiment en train de dormir pendant que cette émission est diffusée. Donc envoyez-lui plein de soutien dans les commentaires. On va d'ailleurs tourner à 6h du matin pour que Mathieu soit encore là. C'est terrible. Moi, je suis éclaté. Maintenant, on a dû se lever aux horreurs. C'est pas possible. Aux horreurs d'ailleurs, pas aux horreurs, hein, parce que ça ne veut rien dire, se lever aux horreurs finalement. Merci Lucas d'avoir été là. Merci à vous. Je suis content, on a beaucoup voyagé dans cette émission. C'est ça. Voilà, on salue encore une fois Valentin qui était à Bahreïn et qu'on retrouvera avec grand plaisir dans l'émission très prochainement. Je ne vous en dis pas plus. Je dis salut à Cyprien bien sûr aussi qui va nous rejoindre un jour quand même. Je pense. Ou pas, hein, c'est toi qui vois. Encore une fois, je gère l'émission. Moi, j'ai trouvé que c'était une excellente émission. Encore une fois, les commentaires sont là pour ça. C'est vous qui jugez. Hein, donc, j'ai envie de dire, faisons ça à la romaine. Est-ce que vous avez aimé l'émission sans Cyprien ? Est-ce que vous ne l'avez pas aimé ? Voilà, c'est à vous de décider, bien sûr. Nous, ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve lundi prochain pour le 10e épisode déjà de l'émission Auto Hebdo. À bientôt, bonne semaine, ciao, ciao. Salut. Salut.